Bonsoir à tous. Donc, nous commençons cette série ce soir par une conférence sur le boson de Higgs. Je vais tout de suite vous montrer quelques informations sur le LHC pour entrer en matière. Donc le LHC, comme on vous l'a dit, c'est un instrument, en fait le plus grand instrument scientifique qui a été construit jusqu'à maintenant. Il est à la fois grand, c'est un accélérateur de particules qui fait 27 km de long dans une géométrie circulaire, et c'est aussi le plus énergétique accélérateur qui a été construit, mais aussi le plus complexe, car il fait appel à des techniques extrêmement sophistiquées, comme la cryogénie, dont je vous donnerai une idée tout de suite. Il est construit au CERN à Genève, donc c'est un laboratoire européen, c'est le fleuron de la physique des particules en Europe, le plus grand laboratoire de physique des particules au monde, depuis environ 20 ans maintenant. C'est l'endroit où se font les choses les plus intéressantes, les avancées les plus grandes en physique des particules. Donc c'est un collisionneur proton-proton, donc il faut imaginer des protons qui se déplacent sur une orbite circulaire. Donc là, on voit une vue d'avion du LHC. Le LHC est invisible d'avion puisqu'il est construit dans un tunnel qui est à 100 mètres de profondeur, entre 50 et 175 mètres de profondeur, qui est l'ancien tunnel du LEP au CERN. Donc on ne le voit pas évidemment, on voit simplement les bâtiments de surface. Mais si je vous ai montré sur cette vue d'avion ici l'empreinte du LHC, donc vous voyez que c'est quand même un objet assez considérable. Vous voyez ici, donc le lac Léman, le Mont Blanc dans le fond, Genève ici, le CERN est installé, le laboratoire proprement dit est installé ici, à cheval entre la France et la Suisse. L'aéroport de Cointrin est indiqué, la longueur de la piste est ici, donc j'imagine que ça doit faire à peu près 2 à 3 km. Et donc cette immense machine de 27 km qui va accélérer, dans lequel on va accélérer des protons jusqu'à une énergie de 7 TeV. Donc c'est une machine de 7 TeV avec des protons qui circulent dans un sens, des protons qui circulent dans l'autre, et on fait des collisions frontales entre ces protons de 7 TeV. Alors 7 TeV, 1 TeV c'est 1000 GeV, et 1000 GeV c'est à peu près 1000 fois l'équivalent en énergie de la masse du proton. Un proton exprimé en énergie, E égale mc2, si on fait C égale 1 pour simplifier les choses, donc une masse et une énergie sont des choses comparables, et donc la masse du proton c'est environ 1 GeV, donc on travaille ici à 7000 fois la masse du proton des deux côtés, donc l'énergie totale, ce qu'on appelle dans le centre de masse, donc est utilisable dans la collision, c'est 14 GeV. Si on regarde à l'intérieur du tunnel, donc voilà le tunnel en question. Donc je rappelle que c'est l'ancien tunnel du LEP. Donc le LHC a pu être construit au CERN, même si c'est une machine qui est certainement très chère, mais qui a nécessité les efforts de tous les États européens, plus des contributions de pays en dehors de l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Inde, et d'autres encore. Il y a eu des économies qui ont été faites parce que ce tunnel de 27 km existait déjà du fait du LEP, et donc on a pu installer cette machine à l'intérieur du tunnel en démontant complètement le LEP à la fin de son fonctionnement en l'an 2000, donc il y a déjà 17 ans de cela, et on a installé donc dans ce tunnel une chaîne d'aimants supraconducteurs. Donc il y a donc chaque unité de courbure, donc vous voyez c'est une machine, il faut courber ces protons, donc il y a un champ magnétique, donc c'est la force magnétique qui courbe ces particules chargées que sont les protons, et les aimants sont des unités de 14 mètres de long, avec un champ magnétique de 8 Tesla. C'est énorme, 8 Tesla. Habituellement, les aimants avec du fer, des entrefers, c'est de l'ordre de 1-2 Tesla. Donc 8 Tesla, ce sont des aimants sans fer, avec des bobines supraconductrices. Il y a un très fort courant électrique à l'intérieur, mais comme les conducteurs de ces bobines sont supraconducteurs, on peut se permettre donc d'avoir des économies, donc il n'y a pas d'effet Joule. Donc 14 mètres de long pour chacun des aimants,
et 1232 aimants. Alors, regardez un peu le défi technologique que cela représente. Chacun de ces aimants est une merveille du point de vue technologique, au point de vue des précisions qu'il faut obtenir sur les champs magnétiques, au point de vue de la stabilité mécanique, parce que ces champs magnétiques sont très forts, donc il y a des contraintes sur ces aimants qui sont énormes, qui se mesurent en centaines de tonnes. Et on vous montre ici, là, sur la gauche, ici un peu une section de cet aimant. Vous voyez qu'il y a deux canaux, ici il y a deux trous au milieu, qui sont les trous par lesquels vont passer les protons. Donc ça, c'est une vue transverse, si vous voulez. Les protons sont perpendiculaires à l'axe de l'écran. Et donc, il y a des protons qui circulent dans un sens à droite et des protons qui circulent dans le sens inverse ici à gauche. Donc, il faut que les champs magnétiques soient opposés dans ces deux positions ici. Un champ, par exemple, en haut pour la partie gauche et en bas pour la partie droite. Et ces champs sont produits par des bobines qui sont disposées tout autour de cette espèce de collier métallique et qui doit tenir toutes les forces qui s'exercent sur ces aimants. Ces aimants sont plongés, enfin en tout cas la partie des conducteurs est plongée dans de l'hélium superfluide, donc pour avoir une température de l'ordre de 2 Kelvin, donc c'est très froid. Et en tout, il y a eu 7600 km de câbles qui ont été utilisés pour construire ces bobines d'aimants. Alors ces dipôles, ça n'est pas tout, il y a aussi des quadrupôles, donc des objets qui sont plus l'équivalent de lentilles magnétiques pour focaliser les faisceaux, donc c'est des objets un petit peu plus compliqués, il y en a environ 400, mais il y a aussi des sextupoles, des octupôles, des choses plus compliquées pour faire les corrections optiques sur les faisceaux. Donc vous avez peut-être lu dans la presse récemment, il y a quelques mois, que le projet a été un peu retardé à cause justement de ces quadrupôles qui étaient produits par des Américains de Fermilab justement, qui devaient, c'était leur contribution disons au LHC, et il y a eu un problème mécanique au moment du refroidissement de ces aimants, où les aimants, il y avait quelque chose qui a été oublié au niveau des forces qui s'exercent sur cette structure. Et on a dû trouver une solution de repli, et la solution a été assez merveilleuse parce que les ingénieurs du CERN ont trouvé une solution qui ne nécessite pas le démontage de ces quadrupôles, ce qui aurait été un retard absolument considérable, et une réparation in situ, un dispositif mécanique qui permet de rétablir le transfert des forces correctement. Ceci a été testé et les réparations sont en cours. Alors, je vais donner quelques ordres de grandeur sur les faisceaux, donc les protons qui circulent là-dedans et leurs collisions. Donc, j'ai dit que c'était des collisions frontales, donc des collisions les plus violentes que l'on peut faire entre des protons de 7 TeV d'énergie. Il y a beaucoup de protons dans la machine, ils sont disposés en paquets. Il y a environ 3000 paquets de protons qui circulent dans un sens et 3000 paquets qui circulent dans l'autre. Ces paquets sont très petits, ils ont quelques centimètres de long et quelques microns d'épaisseur. Donc il faut visualiser ça comme des petites aiguilles de protons, donc très très concentrés, et ceci est absolument nécessaire pour obtenir ce qu'on appelle une bonne luminosité, c'est-à-dire une bonne probabilité d'interaction des protons d'un paquet avec les protons de l'autre paquet. Vous voyez bien que ça dépend de la densité des particules dans le paquet. Si les paquets étaient très diffus, la plupart des protons traverseraient l'autre paquet sans voir qu'il y a beaucoup de protons, alors que si on les rassemble, eh bien, on a quelque chose qui est beaucoup plus efficace pour les collisions. Il faut voir qu'il y a environ 10 puissance 11, 100 milliards de protons dans chaque paquet. Vous voyez, 100 milliards de protons dans chacun de ces 3000 paquets, multiplié par 2 pour les deux faisceaux. Ça représente une énergie assez considérable, 300 mégajoules dans chaque faisceau, à peu près l'équivalent de 120 kg de TNT. Mais enfin bon, c'est une comparaison qui est pas très... s'imaginer tout de suite que ça va exploser, mais bon, ça veut dire quand même des précautions extrêmement particulières sur le maniement de ce faisceau. On ne peut pas envoyer ce faisceau n'importe où, n'importe comment, parce qu'il peut détruire la tube à vide, les aimants, surtout des aimants supraconducteurs qui sont très sensibles au dépôt de chaleur et tout ça. Donc ça demande une instrumentation extrêmement poussée
et une protection des aimants qui doit être très très bonne. À chaque point de croisement, il y a des détecteurs, donc on a arrangé plusieurs points de croisement dans la machine, et ces détecteurs voient passer des paquets dans un sens et dans l'autre qui se croisent donc sur le détecteur, et ces croisements se produisent toutes les 25 nanosecondes. Donc toutes les 25 milliardièmes de seconde, il y a deux paquets de protons qui rentrent en collision dans les détecteurs. Donc 25 nanosecondes, c'est rapide, hein. Ça veut dire qu'il y a un croisement, 25 nanosecondes plus tard, il y a un autre croisement, et il faut que le détecteur se soit débarrassé déjà de l'information collectée pendant le premier croisement pour être à nouveau actif à chaque croisement. Compte tenu du fait qu'il y a environ 25 événements d'interaction à chaque croisement, vous imaginez le nombre d'informations qui est collecté, environ 1 milliard d'événements par seconde, et on ne peut pas se permettre de stocker tous ces événements. Donc il y a un défi extrêmement important pour ces détecteurs, qui est un défi, un énorme flux de données, et de les trier extrêmement rapidement pour ne garder que les événements, disons, d'intérêt pour la physique, comme par exemple la recherche du boson de Higgs. En plus, il y a un rayonnement extrêmement important au niveau du faisceau, et donc ces détecteurs doivent être électroniquement extrêmement robustes. Donc voici l'un des 4 détecteurs. Bon, il porte le nom de Atlas. La France est fortement impliquée dans ce détecteur. C'est une gigantesque poupée russe. Donc l'axe des faisceaux, c'est l'axe que je décris ici en ce moment. Le point de collision est quelque part ici au milieu, donc il y a des protons qui arrivent dans un sens, des protons qui arrivent dans l'autre. Et on trouve toute une série de détecteurs qui sont disposés autour de ce point de collision, ce point d'interaction, et qui servent à identifier les particules produites, à les mesurer leur trajectoire, à déterminer leur nature. Est-ce que ce sont des électrons, est-ce que ce sont des protons, est-ce que ce sont d'autres types de particules. Et donc je ne veux pas rentrer dans le détail de ce qui se passe ici, mais c'est assez colossal. Bon, il y a quelques humains qui sont ici dessinés pour l'échelle, malheureusement on ne les voit pas très bien. Il faut voir quand même que l'ensemble fait 22 mètres de diamètre de quelque chose et autant de long, probablement même un peu plus, d'appareils extrêmement sophistiqués qui ont nécessité une mise au point pendant... on a commencé à planifier ces détecteurs en fait il y a 20 ans. Donc ici, juste pour terminer, je voulais vous montrer... on ne voit pas très bien, mais ça va s'éclairer peut-être un peu plus, j'espère. Ici, c'est le complexe d'accélérateur du CERN. Alors, l'anneau du LHC, c'est l'anneau ici externe, mais on n'injecte pas des protons à 7 TeV dans un accélérateur comme ça. On part de protons qui ont une très faible énergie, qui sont générés ici, qui sont ensuite accélérés, qui sont mis dans une petite machine ici qui les accélère plus, qui sont mis dans une machine plus grande, qui sont mis dans une machine moyenne, et là il faut envoyer des protons dans un sens et quelquefois des protons dans l'autre pour remplir cette machine ici. Donc toutes les 10 heures environ, il y a un processus de remplissage du LHC par ce système d'accélérateurs. Tous ces accélérateurs étaient préexistants au CERN, donc ils ont simplement été améliorés pour remplir leur fonction ici. Donc ici une petite animation. Donc ça commence au niveau là, du LINAC ici. Ensuite, voilà, c'est accéléré dans le synchrotron à protons, le super synchrotron à protons tel qu'on l'appelait. Et puis à un moment donné, les paquets vont être injectés dans un sens ici et dans l'autre sens ici, donc une particule sur 2, ou pas exactement la séquence exacte, et puis ils vont se croiser ici au milieu du détecteur. Donc ça se termine par une petite impression d'artiste sur à quoi peut ressembler un événement. Évidemment, c'est une simulation, on n'a pas encore vu ces événements, mais on s'attend à voir des événements avec beaucoup de particules chargées, beaucoup de dépôts d'énergie dans des appareils qu'on appelle des calorimètres, qui mesurent l'énergie des photons, par exemple, des détecteurs qui mesurent les muons dans cette partie du détecteur. Donc, des détecteurs qui permettent d'identifier à la fois les particules produites et leur trajectoire, leur énergie. Non, je ne vais pas relancer ça.
Donc nous passons maintenant donc, dans l'exposé proprement dit sur le boson de Higgs, qui est vraiment un sujet brûlant pour le LHC. C'est peut-être le sujet a priori le plus brûlant. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est quand même un sujet extrêmement important. Et pour discuter ce boson de Higgs, je suis obligé évidemment de remonter, d'essayer de vous faire un panorama de la physique des particules, du modèle standard, le cadre théorique de ces interactions fondamentales, et de discuter des concepts comme la brisure spontanée de symétrie et qu'est-ce que ce fameux mécanisme de Higgs. On verra que c'est lié à l'origine de la masse des particules élémentaires. Et finalement, je vous donnerai des idées et ce que l'on sait déjà sur la recherche du boson de Higgs et les perspectives pour le LHC. Donc d'abord un tableau, bon ça c'est une affiche qui en principe, sa destination c'est d'aller dans les classes de lycée en France, sur l'affiche des composants élémentaires de la matière. Donc il y a un petit dessin à gauche qui montre les différentes échelles dans l'univers. Enfin, ça ne va pas très loin, ça part du Soleil à la Terre. Nous, on est quelque part ici, dimension de 1 mètre. On va dans les solides, on va dans les atomes, on va dans les noyaux des atomes, on va dans les protons ici. Et on sait qu'à différentes échelles, on voit apparaître ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant nos particules élémentaires. Alors, on ne sait pas si elles resteront élémentaires pour la fin des temps, mais pour l'instant, elles résistent bien, et c'est notre description fondamentale des particules. Donc, il y a différents types de particules. Il y a ce qu'on appelle des leptons. Donc, le lepton le plus connu, c'est l'électron qui orbite dans les atomes. Donc, l'électron est ici, et il a un partenaire qui est une particule de charge électrique nulle, qui est le neutrino. Et ces deux particules apparaissent dans la désintégration bêta. Et par exemple, dans le Soleil, il y a des réactions de fusion, proton-proton, qui donnent un noyau deutérium avec l'émission, par exemple, d'un positon, donc l'antiparticule de l'électron, et d'un neutrino. Et on sait que ces neutrinos, ils existent, on les reçoit sur Terre, on peut les détecter. Ça a même été une manière de montrer que les neutrinos ont une masse par le phénomène d'oscillation. Donc, la désintégration bêta met en jeu ces deux choses. L'interaction électromagnétique met en jeu les particules chargées uniquement, donc l'électron. Et on a découvert au fil des années différentes familles. Première famille avec l'électron, deuxième famille avec le muon, troisième famille avec le lepton tau, chacun avec son neutrino associé qui a été découvert. Le dernier en date, le neutrino tau, a été découvert il y a quelques années, justement au Tevatron aux États-Unis. Et puis du côté des hadrons, donc les constituants les particules de l'interaction forte, cette fois il y a des constituants élémentaires qui sont les quarks, qui ont été mis en évidence donc aux alentours des années, au début des années 1970, et qu'on appelle les quarks. Et on a mis en évidence trois familles de quarks à nouveau, un quark qu'on appelle up, un quark down, qui sont les constituants du proton et du neutron. Un proton, c'est deux quarks U et un quark D. Un neutron, c'est deux quarks D et un quark U. On les échange. Mais on a aussi trouvé des quarks plus lourds, le quark charmé, qui était découvert donc il y a environ 30 ans, le quark étrange qui était connu depuis beaucoup plus longtemps, et récemment le quark top dont je parlerai un peu plus tard, et le quark B ici. Et ce qui est remarquable, c'est que ces trois familles sont harmonisées, si je veux dire, sont synchronisées entre les leptons et les quarks. Il y a des leptons chargés des neutrinos, il y a des quarks sous deux espèces, donc il y a une certaine ressemblance entre ces constituants leptoniques et ces constituants hadroniques, et puis la même ressemblance se retrouve au niveau des trois familles. Vous savez qu'à LEP, on a montré qu'il n'y avait que 3 types de neutrinos, donc pour l'instant, ça s'arrête là. La nature est construite avec ces objets. Ces objets sont soumis à des forces. Il y a des forces de gravitation qui sont complètement négligeables lorsqu'on est au niveau microscopique. Il y a l'interaction faible, la radioactivité, je mentionnais pour le Soleil. Il y a l'interaction électromagnétique et l'interaction forte. Nous reviendrons là-dessus, en particulier ici. Donc, je résume, la matière est formée de particules élémentaires que l'on appelle des fermions. Ce sont des particules qui ont un spin 1,5. Le spin, c'est le moment
cinétique intrinsèque de ces particules, donc on peut les visualiser comme une sorte de toupie avec un moment cinétique intrinsèque, et le moment cinétique intrinsèque de ces particules, c'est 1/2 en unité de la constante de Planck divisée par 2π, et ces particules qui ont un spin demi-entier, on les appelle des fermions, et ils ont des propriétés statistiques bien particulières. Donc la matière est formée de fermions, soit des leptons, soit des quarks, et les forces sont générées par l'échange de particules qui ont en fait un spin entier, un spin 1, comme le photon. Le photon est quelque chose de vectoriel, comme le champ électromagnétique est quelque chose d'un vecteur, et donc ils ont un spin 1, mais on verra que l'interaction faible, l'interaction forte, c'est aussi des particules de spin 1, et ce sont des bosons, et on appelle bosons des particules de spin entier à cause de leurs propriétés vis-à-vis de ce qu'on appelle la statistique à laquelle ils obéissent. Alors vient maintenant quelque chose d'extrêmement important, qui est que on sait générer la théorie pour ces forces qui correspondent à l'échange de ces particules par un principe commun que l'on appelle l'invariance de jauge. Donc ce principe commun, c'est quelque chose de géométrique. C'est une propriété de ces interactions par rapport à des transformations liées à un groupe de symétrie. Alors, groupe de symétrie, ça peut être l'ensemble des translations, l'ensemble des rotations ou des symétries plus compliquées. Et quand on postule l'invariance des équations de l'évolution d'un système par rapport à ce groupe de symétrie, eh bien, on peut générer littéralement la théorie de cette interaction. Donc, je donnerai un exemple plus tard. Et on sait qu'on était capable d'unifier les interactions électromagnétiques et faibles dans ce cadre de ces théories de jauge, dans une théorie qu'on appelle la théorie électrofaible. À beaucoup plus haute énergie, on sait qu'on doit avoir une unification, enfin on postule, c'est dans le modèle standard, dans la théorie standard, mais on n'a pas encore vérifié de manière directe, évidemment, puisqu'on n'a pas atteint ce type d'énergie, mais on pense que les interactions électromagnétiques et faibles, qui sont déjà unifiées, vont s'unifier avec l'interaction forte. Mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Alors, pour vous mettre dans le bain de ces problèmes, on va revenir à une théorie qui est plus connue, qui est quand même la théorie électromagnétique, et je vais discuter un peu comment ces notions sont mises en œuvre pour l'électromagnétisme. On sait qu'en électromagnétisme, on a à se préoccuper de champs électriques, des charges créent des champs électriques, on sait que des courants créent des champs magnétiques, donc on a une théorie qui met en œuvre des champs électriques et magnétiques. On sait que lorsque ces champs oscillent à très haute fréquence, par exemple dans une antenne d'un émetteur, eh bien on sait que ça fait propager un champ des ondes électromagnétiques, donc ces champs E et B qui vibrent dans l'espace et dans le temps peuvent se propager, et on sait qu'ils se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière, à la vitesse c. On sait aussi que lorsqu'on fait des interactions entre ces ondes électromagnétiques et des atomes, donc on est au niveau microscopique, eh bien on sait qu'on ne peut pas décrire les phénomènes sans un cadre quantique, et on a été obligé d'introduire une notion de quantification de ces ondes électromagnétiques. Et on sait que cette quantification, elle se fait sous forme de photons. Ça, c'est évidemment une des grandes idées du début du XXe siècle avec Planck, Einstein, de postuler donc l'existence de ces photons. Donc on peut décrire aussi bien une onde électromagnétique sous forme ondulatoire ou sous forme corpusculaire, mais quand on décrit sous forme de photons, ce sont des particules. La relativité nous dit que pour qu'une particule puisse se déplacer à la vitesse de la lumière, il faut qu'elle ait une masse nulle. Donc on retrouve évidemment aussi la propagation des ondes électromagnétiques à la vitesse c. Donc à la fois l'onde et à la fois le photon donc, se déplacent à la vitesse de la lumière, et les photons ont une masse nulle. Donc on bâtit une théorie de cette manière-là, en partant de l'électromagnétisme classique, de la quantification ici, on bâtit une théorie qu'on appelle l'électrodynamique quantique, qui est ce qu'on appelle une théorie des champs, de ces champs E et B, mais vus sous une forme quantique, qui sont associés aux particules chargées et qui décrivent leurs interactions. Et leurs interactions est décrite par l'échange de photons, donc elle est décrite par l'émission et l'absorption de photons. Donc une particule chargée
va échanger des photons avec une autre particule chargée lorsqu'elle interagit avec elle. Donc l'électrodynamique quantique, c'est une théorie extrêmement sophistiquée et qui a été mise en forme et en forme telle qu'on puisse faire des calculs extrêmement sophistiqués par Feynman, mais aussi des gens comme Dyson, Tomonaga, Schwinger, à la fin des années 1940, donc quand même longtemps maintenant, et je présente ici la vue plutôt celle de Feynman, donc, dont on voit l'image ici. Ça remonte aussi au temps de M. Dirac. Dirac est quand même le théoricien qui a prédit qu'il doit y avoir des particules et des antiparticules comme conséquence de la description relativiste d'une particule, donc particules et antiparticules qui dans ce cas-là diffèrent par la charge électrique. Donc ça c'est à la fin il y a à peu près 80 ans de ça. Et l'électrodynamique quantique, donc Feynman, c'est l'échange de photons virtuels, émission et absorption de photons. Alors il y a une manière très simple de voir ça, qui est très simple pour visualiser, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Feynman. Donc je vous représente ici un diagramme de Feynman qui représente un électron qui arrive, un électron qui repart, parce qu'il a interagi avec un autre électron qui arrivait ici et qui repart. Donc un diagramme comme ça peut se regarder dans différentes directions. Donc, une première direction, c'est supposer que le temps s'écoule du bas vers le haut, ici. Donc, au début, nous avons deux électrons qui arrivent et qui rentrent en collision. Cette collision se fait réellement par échange de photons. Donc, on imagine qu'un photon est émis par une particule, qu'il est réabsorbé par l'autre électron, ou on peut très bien le voir en sens inverse, c'est réversible. Le photon est émis par cette particule et il est reçu par l'autre, et c'est ça qui produit vraiment l'interaction. Ce photon, il est ce qu'on appelle virtuel. Il n'est pas détectable dans un détecteur. On peut détecter l'électron diffusé, soit celui-ci, soit celui-là, et on peut savoir que l'électron a changé sa trajectoire, qu'il a été diffusé, donc on sait qu'il a été en interaction avec une autre particule chargée, mais ce photon, on ne peut pas le détecter. Il a été émis et réabsorbé dans un temps très très court, et il n'est pas observable dans un détecteur. La beauté de ce diagramme de Feynman, ici, c'est qu'il décrit aussi un autre phénomène qui, a priori, n'a rien à voir, mais qui le décrit exactement par le même calcul théorique, qui est que, imaginez cette fois que le temps circule de la gauche vers la droite. Et donc, ce que l'on a, c'est toujours un électron qui arrive, mais ici, vous voyez, on a une particule qui remonte le temps, puisque on est ici, et puis la particule, elle vient vers nous ici. Bien, la beauté de particules et antiparticules qui a été introduite par Dirac et incorporée par Feynman dans cette théorie, c'est que tout se passe comme si une particule qui remonte le temps, ici, c'est décrit de la même manière qu'une particule, que l'antiparticule qui va dans le sens du temps, ou vice-versa d'ailleurs. Donc cet électron qui semble remonter le temps, c'est la même chose qu'un positon, donc une particule de charge positive qui va dans le sens du temps. Et dans ce cas-là, que fait notre diagramme ici? Il décrit l'annihilation d'un électron et d'un positon, donc ils sont deux particules, antiparticules, qui peuvent s'annihiler par l'intermédiaire d'un photon virtuel et qui redonne un électron-positon, mais qui peut aussi redonner d'autres choses. Donc le même processus, le même calcul permet de calculer des diffusions et des annihilations. Donc ici, je rappelle donc le souvenir de Feynman ici, qui, avec son sourire malin ici, en contemplant son diagramme de Feynman, qui est extrêmement utile comme visualisation pour vous montrer un peu comment les choses fonctionnent, mais qui est très utile à nous physiciens comme outil de calcul, parce que c'est pas simplement un petit dessin, c'est avec ça qu'on peut faire des calculs sur l'électrodynamique quantique. Alors j'en arrive maintenant à quelque chose d'un peu plus subtil, qui est ce qu'on appelle les fluctuations du vide. Et ça va être quelque chose de capital pour discuter la suite des choses. C'est la chose suivante. Lorsqu'un photon virtuel se propage, donc imaginez un photon tel que celui que j'avais dans le diagramme précédent, donc je l'ai représenté ici, voilà, il est là, et il se propage, disons, vers la droite. Eh bien, il peut créer une paire particule-antiparticule, par exemple un électron et un positon, mais une paire virtuelle. C'est un photon virtuel, il crée une paire virtuelle. Alors,
qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est virtuel au sens de la mécanique quantique, de ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg, qui est que l'énergie et le temps ne sont pas des quantités que l'on peut connaître simultanément avec une précision infinie. On peut connaître le temps très bien, mais à ce moment-là, l'énergie est connue très mal, ou vice-versa. Et la relation entre la connaissance de l'énergie mise en jeu dans un phénomène ou le temps où ce phénomène a eu lieu sont liés par cette relation entre les deux, avec la constante de Planck ici. Et donc, pendant un temps très court, qu'on peut choisir très très court, on peut, entre parenthèses, violer l'énergie en créant une énergie grande pendant un temps très court, mais ensuite ça va être réabsorbé, et ceci c'est ce qu'on appellera une fluctuation quantique. Donc c'est ce qui se passe ici. Pendant un temps très court, ce photon émet une paire positon-électron qui est aussitôt réabsorbée. Alors vous me direz, il ne s'est rien passé puisqu'elle a été émise, elle a été réabsorbée, mais ce n'est pas le cas, parce que lorsque ce photon se propage et qu'il a émis cette paire, pendant le temps très court où cette paire existe, eh bien, cette particule, elle peut aussi interagir avec le reste du système physique. Par exemple, si ce photon est échangé entre deux électrons, eh bien, peut-être on peut avoir une interaction ici avec... ça va modifier donc l'interaction. Et donc, on ne peut pas le détecter, mais on verra un effet indirect de cette fluctuation. Alors, une manière de peut-être pour vous de comprendre peut-être ce phénomène qui est au niveau quantique, donc c'est difficile à visualiser, ceci c'est vraiment l'analogue quantique de ce qu'on appelle la polarisation d'un diélectrique sous l'effet d'un champ électrique. Si vous avez un condensateur avec deux plaques, un champ électrique entre les deux, eh bien, si vous avez un diélectrique, sous l'effet du champ électrique, les molécules de ce diélectrique peuvent être des molécules polaires, et on peut séparer un petit peu les charges plus et les charges moins, des électrons et des noyaux, des atomes qui sont dans ce diélectrique, et on crée ce qu'on appelle des molécules polaires qui tendent à s'opposer au champ initial. Donc ce qu'on appelle la polarisation d'un diélectrique, c'est l'origine de la constante diélectrique dans un milieu. Eh bien, c'est exactement la même chose ici, mais on est dans le vide. Ici, il n'y a pas de matière, c'est le vide qui peut se polariser parce qu'on peut créer des paires particules-antiparticules virtuelles. Donc le vide est polarisable au niveau quantique, au niveau relativiste quantique, alors que dans la matière, évidemment, si on est dans le vide, il n'y a pas de polarisation du vide, autre que par les phénomènes quantiques. Mais c'est exactement le même effet, et de la même manière que de mettre un diélectrique entre les deux plaques d'un condensateur, ça change la capacité de ce condensateur, donc ça change la force électrique relative entre les deux plaques. Eh bien ici, l'émission de ces photons, ça change la force électrique, l'interaction électromagnétique dans un phénomène relativiste et quantique. Alors maintenant, j'ai besoin d'introduire quelque chose dont j'ai fait allusion ici au début, qui est l'invariance de jauge. Donc l'invariance de jauge, c'est une propriété... J'ai perdu mon spot. Vous le voyez je suis daltonien, donc quand je ne vois pas où est le spot, j'ai beaucoup de mal à le trouver. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà. Donc, l'origine géométrique de ces interactions, c'est ce que l'on va discuter maintenant. Donc, quelquefois, on a un système donc, qui obéit à un certain type d'interaction, donc il y a des équations du mouvement, et on peut montrer que les équations du mouvement sont invariantes par rapport à des transformations qui appartiennent à un groupe de symétrie. Alors, on peut tourner le problème à l'envers et postuler qu'il y a une invariance et voir si on peut générer cette interaction. Donc, je vais vous donner un exemple qui est très simple du point de vue conceptuel, mais qui nous emmène extrêmement loin du point de vue des idées physiques. Imaginez une particule qui se déplace, vous voyez ici une masse, qui se déplace en mouvement rectiligne uniforme. On ne peut pas imaginer plus simple, une particule, en l'absence de toute interaction, qui se déplace le long d'une droite avec une vitesse constante, mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, je vais imaginer par la pensée de faire une translation de ce système. Donc, je prends un vecteur ici et je déplace
ce système physique par le vecteur petit a, constant. Donc je génère par la pensée une autre trajectoire possible qui est la droite parallèle ici, et de manière évidente, cette droite parallèle, elle représente une trajectoire possible pour une particule. Si j'avais mis la particule ici au lieu de la mettre là, et je l'avais lancée à la même vitesse, bien, elle décrirait cette droite ici. Mais ça, c'est une transformation qu'on appelle globale. C'est un vecteur A qui est constant. Mais maintenant, imaginez quelque chose de plus intéressant, qui est qu'en chaque point où est la particule, ici, donc x, y, z est le temps, eh bien, je fais une translation d'un vecteur A qui dépend, en principe arbitrairement, de x, y, z et t. Donc, vous voyez, au moment où je fais cette opération, la particule est ici et je fais une translation, donc j'arrive ici, mais la particule continue à se déplacer et ici je fais une autre translation, mais elle aura changé de longueur, même à la limite de direction, parce qu'on n'est pas au même point. Et maintenant je me pose la question, voilà, ça génère une trajectoire, bon, qui est un truc biscornu qui va faire des oscillations, et la question que je me pose c'est, cette nouvelle trajectoire, elle n'est pas comme celle-ci, ce n'est pas une trajectoire rectiligne uniforme, c'est quelque chose de plus compliqué. Ça ne peut pas se produire pour une particule qui est sans interaction, puisque quand elle est ici, il faut lui dire qu'elle doit aller là, ainsi de suite, donc elle doit être soumise à des forces. Elle ne peut pas aller en ligne droite, il faut qu'elle soit soumise à un champ de force. Et on peut se poser la question, si je suppose maintenant que le système, les équations ici du mouvement sont invariantes par une translation locale, donc qui dépend du point de l'espace-temps où l'on se trouve, quelle interaction génère-t-on? Eh bien, la réponse, c'est qu'on génère la relativité générale d'Einstein et on génère la force de gravitation, autrement dit. Donc, de postuler qu'à partir d'une particule libre, on a invariance par rapport aux translations locales, ça génère une théorie totalement non triviale, puisque c'est celle de la gravitation d'Einstein, et donc c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire, d'arriver par une propriété géométrique de ce type-là, de générer une interaction de gravitation avec des masses, avec des courbures d'espace, avec tout ce qui est impliqué par les équations d'Einstein. Cette invariance de Jourge, on la connaît aussi très bien en électromagnétisme, c'est les équations de Maxwell dans l'électromagnétisme. On sait qu'on a, par exemple, pour un potentiel électrostatique, une invariance globale. On peut changer, on sait très bien qu'un potentiel électrique, on le fait par rapport à la masse, on peut changer la masse, ce qui compte, c'est la différence de potentiel électrique. Bien, plus généralement, pour un potentiel électromagnétique, donc on a un potentiel, c'est une des rares formules que je montrerai, mais on a un potentiel vecteur qui représente donc des champs électromagnétiques en général, on a un potentiel scalaire qui est un potentiel électrostatique, eh bien, considérons une fonction f quelconque qui dépend de x, y, z et du temps, donc c'est une fonction quelconque, et je postule que la théorie est invariante dans cette transformation, qui est que j'ajoute au potentiel vecteur ce qu'on appelle le gradient de f, c'est-à-dire le vecteur dont les composantes sont les dérivées de f par rapport à x, la dérivée par rapport à y, la dérivée par rapport à z, donc c'est les trois composantes de ce vecteur, et ici on a la dérivée de f par rapport au temps. Eh bien, si le système, on peut montrer donc que l'interaction électromagnétique est invariante dans cette transformation. Alors, on peut renverser la chose et se poser la question, est-ce qu'on peut générer l'électromagnétisme en postulant l'invariance? La réponse est oui, donc je le mets sous une autre forme, mais qui est plus utile en pratique, c'est que si vous prenez une particule chargée, en l'absence de tout champ, donc une particule chargée, donc elle va en mouvement rectiligne uniforme, eh bien si vous remplacez sa quantité de mouvement par la quantité de mouvement moins à une constante près où il y a la vitesse de la lumière et la charge élémentaire, et ici le potentiel, le A ici, eh bien si vous remplacez donc dans les équations du mouvement l'impulsion de la particule par ça, eh bien vous trouvez le mouvement d'une particule dans un potentiel électromagnétique quelconque. Et donc ça c'est extrêmement puissant, ça veut dire qu'on peut construire l'interaction par cette transformation. Alors au niveau quantique,
c'est représenté par en fait une transformation qui est une phase. Le système a une fonction d'onde psi, et la transformation, c'est de multiplier cette fonction d'onde psi par un nombre complexe, avec ici une phase. Donc c'est E à la puissance IE, la charge F, qui est la même fonction ici, et on peut montrer que c'est un groupe de symétrie qui est le groupe des transformations de phase. C'est un groupe unitaire, il s'appelle U1, et ça ne change pas le module de la fonction d'onde, mais ça change la phase de la fonction d'onde. Alors maintenant, parlons de l'interaction faible. L'interaction faible, c'est la radioactivité bêta des noyaux. J'ai dit émission d'une paire électron-neutrino. Cette interaction, elle s'appelle faible parce qu'elle correspond à une force d'intensité très faible. Et on peut se dire, elle est faible, pourquoi? Soit elle est naturellement très faible, soit elle est faible parce que les particules échangées sont des particules très lourdes. Et en fait, c'est la deuxième solution qui a été montrée expérimentalement. Cette force est universelle. Tous les couples leptons, neutrinos ou quarks interagissent de la même manière avec cette force. Donc l'équivalent d'une charge faible, c'est comme une charge électromagnétique. Et donc on a des W qui sont chargés puisqu'ils connectent une particule chargée, l'électron, à son neutrino. Donc il faut échanger une particule qui a une charge électrique. Donc on a des bosons W+, et W-. En 1974, il y a une découverte extrêmement importante menée donc par un physicien français Lagarigue, je crois que là on a perdu, évidemment, Lagarigue est décédé en 1974. Ça aurait été un prix Nobel absolument assuré pour un physicien français, c'est dommage, c'était vraiment une découverte extraordinaire. Il a découvert des nouveaux types d'interactions de l'interaction faible, où la particule échangée devait être une particule neutre, qui a été appelée le Z0. Et en 1983-84, ces particules échangées ici, qui n'avaient pas encore été observées de manière directe, ont été observées au CERN, par Roubiat, Van der Meer et leurs coéquipiers. Donc là, c'est un prix Nobel aussi. Et on a vu que ces particules ont des masses très lourdes, environ 100 fois la masse du proton. On arrive maintenant à la théorie électrofaible, donc qui est cette théorie unifiée, interaction faible et électromagnétique. Alors, ce n'est pas une vraie théorie unifiée, elle est un peu à moitié unifiée, je vais vous dire pourquoi. La question que l'on se pose, c'est: est-il possible de décrire plusieurs types d'interactions par la même théorie? Alors on a des exemples illustres. Au XIXe siècle, James Clerk Maxwell a unifié l'électricité, le magnétisme, l'optique dans la théorie électromagnétique. Avant, c'était vraiment des théories distinctes. Donc ici, l'entreprise, c'est d'unifier les interactions faibles et électromagnétiques. Alors, quels sont les acteurs du point de vue des échanges de ces interactions? Alors, au moment où les théoriciens se posaient la question, le Z0 n'était pas découvert. Donc, les acteurs, c'était le W+, W- et le photon. Donc, il y avait une idée superbe qui était de dire, il y a un W+, un W-, et je peux faire un triplet de bosons, donc plus, 0, moins, en incorporant le photon là-dedans. Ça marche pas du tout parce que on a une interaction faible ici, une interaction électromagnétique ici. Il y a des ordres de grandeur dans l'intensité. Il y a aussi d'autres propriétés. L'interaction faible ne conserve pas l'invariance par la parité. Il y a une violation de la parité. Les interactions électromagnétiques conservent la parité. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. L'arrivée du Z0 donne un degré de liberté supplémentaire, mais on est très perplexe parce qu'il y a quatre objets ici. Et c'est pas facile d'incorporer 4 objets parce qu'on a envie d'en mettre 3 ensemble, mais on ne sait pas que faire de celui-là après à côté. Donc, c'était pas évident la manière de procéder. Donc, la manière qui a marché et qui conduit à la théorie actuelle donc électrofaible, c'est plutôt un mariage plus qu'une unification, c'est de considérer qu'on a une théorie qui est initialement donc la théorie de l'interaction faible. On connaît les bosons de jauge W+, W-, sont les bosons échangés dans la radioactivité bêta, et on a un boson W0 qui est le complément, disons, qu'il faut à l'intérieur de cette symétrie qui est la symétrie avec laquelle on construit l'interaction faible, qui est le boson qu'il faut rajouter pour que ça soit complètement symétrique.
Et puis à côté, on postule une autre invariance par rapport à un autre groupe de symétrie, U1. Alors j'avais déjà mentionné pour l'électromagnétisme, mais ce n'est pas l'électromagnétisme, c'est le groupe U1 par rapport à une théorie, une interaction que l'on ne connaissait pas encore, mais on postule une interaction ici générée par un groupe de symétrie U1. Et puis le miracle se produit lorsqu'on marie ces deux interactions, parce qu'on a ici deux bosons, W0 et B0, qui ont en fait les mêmes nombres quantiques. Ils sont tous les deux des bosons neutres, ils ont les mêmes nombres quantiques, et on peut les combiner, de telle manière à faire apparaître les particules qu'on observe dans la nature, qui sont le Z0 et le photon. Alors cette combinaison, c'est littéralement une combinaison linéaire. Vous voyez que ici, l'état Z0, c'est une combinaison linéaire du W0 et du B0, avec un paramètre qui est ce qu'on appelle l'angle de mélange, θW, avec ici le cosinus, le sinus. Donc pour ceux qui connaissent une formule de rotation dans le plan à deux dimensions, c'est le passage d'un état W0, B0 à un état Z0 gamma par une rotation d'angle de θW. Donc les théories de jauge sont au niveau de ce groupe, c'est SU2, en fait pour la théorie de jauge ici de cette interaction, c'est U1 pour celle-là, et on va générer ces deux particules, le Z0 et le photon. Alors il arrive immédiatement un problème qui a beaucoup rebuté les gens au début, c'est que ces bosons que l'on a introduits ici, que l'on a vus expérimentalement, ils ont une masse qui est très très grande. Or, c'est une propriété générale des théories de jauge que ces théories de jauge ne fonctionnent que si la masse des bosons est nulle. Alors ça marche très bien pour l'électrodynamique quantique, on sait qu'on a une interaction de portée infinie, la masse du photon est nulle, la vitesse de propagation des ondes, c'est vraiment la vitesse de la lumière, donc l'électrodynamique est vraiment une vraie théorie de jauge. Mais comment incorporer les W et Z qui ont des masses énormes à l'intérieur d'une théorie qui est censée être une théorie de jauge par laquelle il est absolument nécessaire que les masses soient nulles. Donc l'idée brillante qui est arrivée, c'est que en fait l'invariance de jauge est présente au départ, mais elle est brisée. Bon, ça peut sembler quand même un peu tordu. Je vais montrer pourquoi briser, peut-être pas le très bon terme, mais enfin on va voir pourquoi. Et la question, est-ce qu'on peut malgré tout construire une théorie symétrique par rapport à des transformations du groupe de jauge dans des conditions où on a des bosons qui sont extrêmement lourds. Donc ici s'introduit un concept qui est absolument crucial pour la suite, qui est le concept de brisure spontanée de symétrie. Donc là, on peut venir à des exemples qui sont beaucoup plus simples que la physique des particules. Il y a beaucoup de systèmes physiques qui possèdent des symétries. Donc on a un système physique qui est là, on peut dire voilà, on le renverse, on fait une symétrie par rapport à un plan, il est invariant, c'est le même. Donc ce système doit obéir à cette symétrie, donc les états possibles du système, en principe, doivent respecter la symétrie. Mais ce n'est pas forcément le cas. Je vous montrerai des exemples. État par état, il peut y avoir des états qui ont une symétrie moindre que le système initial. Je vous montrerai. Alors, par exemple, d'un solide ferromagnétique, un aimant. Si vous prenez un aimant à très haute température, au-dessus de ce qu'on appelle le point de Curie, les aimants donc doivent leur aimantation au spin des électrons qui ont leur spin, donc ils sont chargés, donc leur spin génère un petit aimant. Donc si les spins sont dirigés au hasard, et c'est exactement ce qui se passe à très haute température, eh bien le champ magnétique qui est généré donc par tous ces spins qui sont dirigés au hasard pour des électrons dans cet aimant s'annulent, et donc en moyenne le champ magnétique est nul. Au-delà de la température de Curie, on n'a pas d'aimant. Et donc la matière est symétrique par rapport à des rotations spatiales. Il n'y a pas de direction privilégiée. Toutes les directions sont équivalentes de point de vue statistique. Mais si on refroidit cet aimant, on voit apparaître en dessous de la température de Curie, et c'est l'observation initiale, on voit apparaître une phase ordonnée de la matière où en fait on observe une aimantation.
c'est-à-dire qu'un échantillon que l'on refroidit comme ça, eh bien, on va trouver que les spins s'orientent dans une direction privilégiée. Et vous voyez bien que c'est une brisure de la symétrie, parce qu'on a toujours un solide qui est le même, mais dans lequel on avait une symétrie par rapport aux rotations spatiales. Toutes les directions étaient équiprobables, mais ici, c'est plus vrai. Il y en a une dans laquelle on peut voir une aimantation. Mais la question, c'est laquelle? Pourquoi l'aimantation s'est produite dans cette direction et pourquoi pas dans une autre? Évidemment, le système physique a choisi une solution possible parmi une infinité de solutions où l'aimantation aurait pu se produire dans toutes les directions possibles. Et donc, a priori, on ne pouvait pas prévoir dans quelle direction ça allait se faire. Et donc, le système a choisi l'une d'une infinité de solutions, mais l'ensemble de ces solutions est toujours symétrique. Donc, on peut préférer, peut-être le terme est préférable, c'est plutôt ce qu'on appelle une symétrie cachée. Le système a toujours une symétrie cachée, une invariance par rapport aux rotations, mais on observe qu'un état possible parmi une infinité d'états qui respectent globalement la symétrie. Alors, il ne faut pas confondre avec une brisure explicite de la symétrie, parce que si vous prenez un objet qui n'est pas aimanté, par exemple, et vous le soumettez à un champ magnétique, bah évidemment, vous l'aimantez. Mais à ce moment-là, vous choisissez vous-même la direction dans laquelle le champ magnétique va se faire. Et donc, c'est une brisure provoquée de la symétrie. Elle n'est pas du tout, c'est pas le système qui a évolué lui-même dans une direction plutôt qu'une autre. Donc, si vous mettez un champ extérieur, évidemment, vous allez briser la symétrie. Alors, je vais vous montrer un exemple simple. C'est une expérience qu'on montre aux étudiants à Orsay. Donc, j'avais pensé un moment l'amener sur la table ici, mais bon, il y a un petit problème de logistique, donc je voulais filmer. Et donc, voilà l'expérience. C'est un anneau, vous voyez, c'est un anneau en plexiglas. Ici, c'est un anneau avec une gorge à l'intérieur, et donc on met une bille à l'intérieur. Donc, imaginez un peu comme une roue de vélo, et puis il y a un petit canal à l'intérieur, une petite gouttière où la bille peut se déplacer. Donc, la bille, pour l'instant, elle est au repos ici, au bas, évidemment, là-dessus. Si on la met à un autre endroit, elle oscille, et puis elle se stabilise ici au milieu. Et ce système est monté sur l'axe d'un moteur. Et plus tard, on va faire tourner le système autour de cet axe ici. Donc, je vais lancer l'opération. Je récupère. Hop. Donc voilà, donc là je vous montre ce qui se passe lorsque l'anneau ne tourne pas. Donc la bille est dans un puits de potentiel de la gravité, et puis elle va se stabiliser au point de potentiel minimum, qui est l'altitude minimum dans ce système. Donc voilà la bille qui est stabilisée. Donc maintenant on commence à tourner, donc il y a un rhéostat, et je tourne le rhéostat et j'accélère progressivement. Donc vous voyez, ça tourne de plus en plus vite. J'accélère de plus en plus vite la rotation. Vous voyez que la bille, bon, fait des petits mouvements, mais pour l'instant, elle est toujours ici au centre. On tourne de plus en plus vite, elle est toujours au centre. Et que se passe-t-il? Voilà, à une certaine vitesse de rotation, la bille quitte la position centrale et elle s'installe dans une position d'équilibre. Alors, vous ne pouvez pas bien voir ici, mais on va ralentir le mouvement pour que vous puissiez mieux voir. La bille s'installe sur un côté de l'anneau. Donc, la question, c'est de savoir de quel côté elle est montée, puisque l'anneau était absolument symétrique par rapport à la verticale. Donc là, on monte au ralenti. Vous voyez, pour le démarrage, vous voyez la bille qui monte. Elle monte d'un côté. Là, elle est partie d'un certain côté. Mais elle avait le choix, elle pouvait partir d'un côté ou de l'autre, et elle s'installe dans la position d'équilibre qui est ici, où elle est en équilibre sous l'action de trois forces que nous allons maintenant expliciter. Donc là, voilà un arrêt sur l'image au moment où elle est ici. Donc clairement, la bille, son état au repos, c'était ici. On a vu qu'il y a eu une certaine vitesse critique. On va pas recommencer. Donc, je passe à la suite. Donc voilà, je schématise ici l'anneau.
Voilà la bille dans une position quelconque, ici lorsque le système est en rotation. C'est un problème excessivement simple qu'on peut donner à des élèves au lycée. Pour trouver l'équilibre de la bille, elle est soumise à son poids, ici mg, elle est soumise ici à ce qu'on peut appeler la force, enfin l'effet centrifuge. On n'est évidemment pas dans un référentiel galiléen, puisque le système tourne ici, donc il y a un effet centrifuge qui est d'autant plus fort que le oméga, la vitesse de rotation est plus grande ici, et puis on a la réaction du support, ici la bille est collée sur le support lui-même, et l'équilibre, c'est lorsque ces trois forces sont en équilibre. Donc si on projette sur la partie tangente ici, perpendiculaire à la réaction, eh bien on voit qu'on a une relation entre cette force ici et celle-là, et on voit que ce système ne peut se produire comme ça qu'à partir d'une certaine rotation oméga. Il y a un cosinus θ qui peut pas être plus grand que 1, et au moment où il devient plus petit que 1, eh bien, le système peut commencer à évoluer à partir d'ici jusqu'à la situation d'équilibre. Donc, il y a une vitesse critique, oméga c, qui en fait, si vous calculez, c'est la racine de la masse divisée par le rayon ici de l'anneau. Donc, ce oméga c est le moment où le système perd l'équilibre ici et va soit à droite, soit à gauche. Il a le choix. Le système est symétrique, il peut aller aussi bien à droite qu'à gauche, il a le choix. Alors, on peut calculer tout ça, c'est assez élémentaire, et donc ici, je vous montre l'énergie potentielle de la bille en fonction de l'angle de la bille par rapport à la verticale. Donc, au départ, la bille est ici, et vous voyez qu'elle est dans un potentiel qui est un potentiel qui est ici, lorsque oméga est égal à 0. Ici, je montre le rapport oméga divisé par oméga c, donc c'est 0, et le minimum d'énergie potentielle, c'est ici en bas, donc la bille est à l'équilibre. Si maintenant on augmente oméga, vous voyez que la courbe devient un peu plus large. Lorsque oméga est égal à 0,5, la courbe est plus large, mais on a toujours l'état d'équilibre ici. Lorsque oméga est égal à 1, on a la courbe qui est la courbe, pas trop la couleur qu'elle a ici, mais ici, vous voyez la courbe ici, c'est oméga égale 1. Vous voyez qu'elle est très très plate. Elle est très plate ici, et lorsqu'on dépasse légèrement oméga égale 1, 1,1, on voit que la courbe, maintenant, elle a deux minima, un ici et un ici, qui représentent les deux positions d'équilibre, une à droite et une à gauche, et c'est de plus en plus marqué. Si on fait tourner plus vite, la bille évidemment va monter plus haut, et on voit donc la variation d'énergie potentielle qui a cette forme caractéristique que l'on retrouvera dans le mécanisme de Higgs, où le système, les positions stables du système sont maintenant celle-ci et celle-là. La position ici est toujours un équilibre possible, mais vous voyez qu'il est complètement instable. C'est un maximum en fait local. Si on pose la bille ici, il subit une fluctuation infime, et hop, elle tombe dans le puits de potentiel ici, ou elle tombe dans le puits de potentiel à gauche. Donc voilà un dessin plus joli pour un autre système qui aurait par exemple deux dimensions, donc un puits de potentiel normal avec un état d'équilibre, et puis un puits de potentiel ici qui ressemble un petit peu à un chapeau mexicain avec une position instable ici et une position stable ici en bas. Donc on montre souvent une figure comme ça pour montrer le mécanisme de Higgs. Alors question, comment se produit cette transition de phase? Il ne faudrait surtout pas s'imaginer que la bille est partie à droite ou à gauche parce que on a mal construit le cerceau et puis il est légèrement asymétrique et donc ça part à droite plutôt qu'à gauche. Non, ça ce serait une mauvaise conception de la chose. En fait, le système peut être parfait, parce que s'il n'était pas parfait, évidemment, on n'aurait pas la vraie symétrie au départ. Donc, il faut vraiment considérer que le système est parfait au départ, et c'est une petite fluctuation qui va le faire osciller à droite et à gauche. Donc, je mets ici un exemple mathématique que vous connaissez peut-être. Donc, en mathématiques, c'est pas de question d'imperfection, tout est parfait. Ici, c'est un problème physique. Considérez 4 points au sommet d'un carré, et vous vous posez la question, quel est le plus court chemin qui relie ces 4 points ici? Alors, on pourrait construire des diagonales, on peut construire des carrés. Ben, le plus court chemin, c'est une figure de ce type-là. Et en fait, il y en a deux solutions. Il y a cette solution et celle-là. Et vous voyez qu'en partant d'un carré qui a beaucoup de symétrie, des symétries par rapport aux médiatrices, par rapport aux diagonales, vous voyez que cette solution n'est pas symétrique par rapport à la diagonale. Celle-là non plus. L'ensemble des deux solutions est symétrique. Donc, voilà un système qui
parfaitement, on doit choisir cette solution ou celle-là. Si vous êtes un ingénieur du corps des ponts et on vous dit vous devez faire la route la plus courte possible entre ces 4 villes, vous devez faire soit ça, soit ça. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, donc vous devez briser spontanément cette symétrie. Donc venons-en maintenant donc, au mécanisme de Higgs. Donc ce mécanisme de Higgs peut apparaître dans des systèmes plus complexes. Par exemple, dans les supraconducteurs, on a une transition qui a beaucoup servi à trouver ce mécanisme de Higgs dans les particules. Quand on passe d'un état normal à un état supraconducteur, eh bien, on sait que le métal, un métal qui devient supraconducteur, il a tendance à exclure les lignes de champ. Si vous le mettez dans un champ magnétique, eh bien, le champ magnétique ne pénètre pas dans le supraconducteur. On appelle ça l'effet Meissner, non-pénétration d'un champ magnétique. Et si on veut comprendre cette non-pénétration du champ magnétique, ça revient à faire apparaître une masse au photon dans le métal. Alors cette masse, comment apparaît-elle? C'est une brisure donc spontanée de symétrie. Il faut un mécanisme pour le faire. Et donc les personnes qui ont élucidé ce mécanisme, ils ont eu le prix Nobel pour ça. C'est Cooper, Bardeen et Schrieffer. Il y a donc un mécanisme dynamique avec des paires d'électrons dans le métal qui crée ce mécanisme qui crée la brisure de symétrie. Dans les théories de jauge des particules, un petit peu plus subtiles, il faut introduire un nouveau champ de bosons. Donc ça a été fait par M. Higgs. Ici c'est la photo de Peter Higgs, qui est un physicien écossais, qui a eu l'idée en même temps que des physiciens belges, Engler et Brou. Tout ceci s'est fait en 1964. Et ils ont inventé un mécanisme inspiré par la supraconductivité où les bosons acquièrent une masse par l'effet de ce mécanisme de Higgs. Donc ce champ de Higgs qui est introduit, c'est un nouveau champ qui va déplacer le minimum d'énergie et briser la symétrie de jauge. Donc quand Higgs a proposé cela, il n'avait pas en tête le mécanisme électrofaible, la théorie électrofaible, et donc ce sont les physiciens Glashow, Salam et Weinberg qui ont pris l'idée de Higgs, Brout et Engler, et qui l'ont incorporée dans la théorie électrofaible parce que c'était la manière de résoudre le problème pourquoi les W et Z avaient des masses alors que la théorie de jauge initiale voulait que ces particules aient une masse nulle. La beauté de ce mécanisme, c'est qu'en fait, une fois qu'il est postulé, ce qui demande d'avaler évidemment cette idée qui est quand même a priori pas très évidente, mais une fois qu'on a admis cette idée, eh bien tout est contraint dans la théorie. C'est-à-dire que cette théorie contraint à la fois les masses des bosons, et on a une relation entre les masses de ces bosons et cet angle θW, et ça contraint aussi la manière dont ce boson Z0 va interagir avec tous les fermions possibles, les électrons, les muons, les leptons en général, les quarks. Et ceci dépend aussi de θW et de leur charge électrique, parce que c'est une théorie unifiée avec l'électromagnétisme. Et on peut faire des calculs avec un très grand niveau de précision. Donc, ce sont Toft et Veltman qui ont vraiment été des pionniers dans ce domaine-là pour montrer qu'on pouvait effectuer tous ces calculs. Ils ont eu le prix Nobel pour ça. Et ce mécanisme de Higgs peut être en fait généralisé à toutes les particules, non seulement les particules de jauge W et Z, mais toutes les particules. Et donc, toutes les particules, dans le modèle standard, acquièrent leur masse par ce mécanisme de masse, de brisure de masse, en respectant la symétrie de jauge. Il y a un gros point noir, c'est que la théorie ne prédit pas quelle est la masse du boson de Higgs. C'est un paramètre totalement arbitraire. Aussi, toutes les masses des autres particules sont des paramètres arbitraires. Le mécanisme existe, mais ne prédit pas quelle est la valeur de la masse. On ne sort pas de ça en disant l'électron a une masse de 0,5 MeV et ainsi de suite. Les masses sont des paramètres arbitraires, mais le mécanisme de compréhension de ces masses est quelque chose qui est le progrès théorique de cette théorie. Alors, essayer de voir comment on pourrait essayer de visualiser l'acquisition de ces masses dans la théorie électrofaible. Donc, imaginons au départ que toutes les particules aient une masse nulle, en particulier les bosons de jauge. Donc, on a une théorie de jauge parfaite. Les particules ont des masses nulles. Et puis apparaît une transition de phase. Il y a un champ de Higgs
qui apparaît, qui remplit tout l'espace et qui brise la symétrie. Donc il faut qu'il choisisse s'il va à gauche ou à droite pour le minimum d'énergie. Et les particules interagissent avec ce champ. Donc les particules qui se déplacent dans l'espace-temps interagissent avec ce champ de Higgs et cela ralentit leur mouvement en fonction de leur masse, disons, et donc la vitesse de ces particules, elles acquièrent une vitesse plus petite que c, donc l'effet d'une masse. Donc l'action de ce champ de Higgs, c'est l'équivalent d'une sorte de viscosité du vide vis-à-vis de ces particules. Bon, c'est pas évidemment un terme extrêmement impropre, mais ça peut un peu faire comprendre comment des particules qui initialement, peut-être avec des masses nulles, ont acquis leur masse par interaction avec le vide où règne ce champ de Higgs. Donc dans l'histoire de l'univers, depuis le Big Bang, il y a dû y avoir une apparition de ce champ de Higgs lors d'une transition de phase. Donc là, je vous demande de vous rappeler de l'exemple de l'anneau tournant. Au début, l'anneau tourne tout doucement, il n'y a pas de transition de phase, et puis la vitesse est suffisamment grande et apparaît la transition de phase. Alors, je ne prétends pas que l'univers va évoluer comme cet anneau, mais enfin, ça permet de montrer comment apparaît très simplement une transition de phase. Alors, je voudrais aussi vous dire que ceci ne s'applique qu'aux masses des particules. On voit souvent dans les revues de vulgarisation que le Higgs est la source de toute masse dans l'univers, notre masse, la masse de la Terre, ainsi de suite. Je dois dire que non. C'est seulement la masse des particules élémentaires. La masse des protons et des neutrons, des protons et des neutrons, il y a 3 quarks dedans. Il s'agit de décrire la masse de ces quarks. Mais cette masse est très petite, c'est quelques pourcents de la masse d'un proton. L'essentiel de la masse d'un proton vient de l'énergie de confinement des quarks, vient de l'interaction forte. Et donc le Higgs n'explique que 2% de cette masse, mais néanmoins il explique la masse de toutes les particules élémentaires. Et ça, évidemment, c'est un progrès énorme. Alors maintenant, on arrive à un point crucial. Je vous ai parlé d'un mécanisme de Higgs, mais pourquoi un boson de Higgs? Pourquoi une particule? Alors là, il suffit de compter, donc c'est un petit peu formel comme argument, mais il suffit de compter ce qu'on appelle les degrés de liberté des champs de boson. Alors, je dois vous dire qu'un champ d'une particule de spin 1, par exemple un photon ou un boson W, un boson Z, pour une particule de spin 1 qui a une masse, c'est un champ qui est vectoriel. Un spin 1 correspond à un vecteur et ça fait 3 composantes, exactement comme un vecteur a 3 composantes spatiales. Pour un boson de spin 1 qui a une masse. Mais s'il a une masse nulle, il n'y a que 2 composantes. La manière de vous en rappeler, c'est qu'une onde électromagnétique, c'est une onde transverse avec 2 champs électriques et magnétiques, donc il n'y a pas de composante du champ dans la direction du mouvement. Il y a uniquement des composantes transverses. Donc il n'y a que 2 degrés de liberté de vibration, si vous voulez. Et donc, quand on donne une masse à des bosons qui n'ont pas de masse, il faut trouver une composante de champ pour passer de 2 à 3. Et comme on doit donner de la masse à 2W plus et moins et 1Z0, il faut 3 composantes de champ pour passer de particules de masse nulle à des particules qui ont une masse. Le photon, lui, il reste avec la masse nulle, donc il n'a pas besoin de composantes. Donc il en faut 3, et quand on compte les champs qui sont possibles d'introduire, donc il y a des contraintes que là je ne peux pas décrire, mais le minimum que l'on peut faire pour avoir 3 composantes, c'est d'en faire 4. C'est d'avoir 2 champs de spin 0 complexes, donc en fait 4 composantes. Et donc vous voyez, 4 moins 3, ça fait 1. Donc on reste avec un champ sur les bras qui ne sert à rien. Mais ce champ, c'est ce champ qui va être associé à une particule qui est le boson de Higgs. C'est-à-dire que on ne peut pas faire avec moins de 4 champs, il en a besoin que de 3, et le 4e, ça va être disons la signature de ce processus qui reste derrière et qui doit nous donner donc la signature de cette construction théorique. Alors que sait-on a priori pour ce boson de Higgs? Donc j'ai dit on ne sait rien sur la masse, mais on sait que s'il était vraiment très très lourd, au-delà de 1 TeV, eh bien
la théorie serait vraiment aurait de grosses difficultés. On aurait une théorie qui deviendrait très très forte, on ne saurait plus faire les calculs. Bon, à la limite, ne pas savoir faire les calculs, c'est pas un problème. Les théoriciens peuvent peut-être trouver des choses plus astucieuses à faire pour faire les calculs, mais la théorie vraiment devient malade, et donc le boson de Higgs n'a de sens que s'il n'est pas vraiment trop lourd, et donc en dessous de 1 TeV. Comme il est responsable de la masse de toutes les particules, eh bien, il se désintègre lorsqu'il est produit en donnant des particules qui sont les plus lourdes possibles. Donc, pour une masse donnée, il va donner les objets les plus lourds qui sont compatibles avec cette masse. Alors maintenant, je vais discuter les succès considérables de la théorie électrofaible qui ont été obtenus au LEP, au CERN en particulier. Donc la majeure partie des résultats viennent d'ici. Donc c'est l'annihilation électron-positon sur la résonance Z et jusqu'à plus de 200 GeV. Donc on a testé la théorie sur un très très grand domaine d'énergie au LEP, mais aussi même en physique atomique au laboratoire. Et donc on a mesuré à la fin les masses de ces bosons avec une très très grande précision. Vous voyez ces résultats sur les masses des bosons, le boson Z, le boson W, on les connaît avec des précisions de l'ordre de 10-5, 10-4 peut-être ici, donc c'est des très grandes précisions. Et donc on a aussi mesuré les couplages de ces particules au lepton et au quark avec une très grande précision. Interviennent maintenant les fluctuations quantiques de la théorie électrofaible. De la même manière que je vous avais dit qu'en électromagnétisme, un photon qui se propage peut générer des paires virtuelles, par exemple E plus, E moins, eh bien, lorsqu'un Z se propage, il peut générer aussi des paires, par exemple plus, E moins, par exemple neutrino, antineutrino, mais aussi top, antitop, W anti-W, donc W plus, W moins, la théorie prédit exactement l'intensité de ces couplages, et aussi la production dans un état intermédiaire de cette manière-là d'un boson de Higgs. Donc imaginez que le Z ici qui se propage émet pendant un certain temps un boson de Higgs qui est réabsorbé ici, mais en mesurant avec précision la force de l'interaction, on va être sensible à ces effets. Donc on arrive à quelque chose qui est absolument prodigieux, c'est qu'en faisant des mesures de précision, on est sensible à des effets de ce type-là qui impliquent des particules qui n'ont même pas été détectées encore jusqu'à maintenant, enfin à l'époque où ces résultats ont été faits. Par exemple, le top n'était pas connu, le Higgs évidemment encore moins, et donc l'effet de ces choses-là provoquait des changements, des très petits changements dans la comparaison entre l'expérience et la théorie, et la précision de la théorie et de l'expérience faisait qu'on pouvait être sensible à ces choses-là. Donc le premier acte dans cette chose, et je vais aller donc rapidement dans... il y aura 4 actes. Le premier acte, c'est la mise en évidence du quark top. La première correction importante, c'est la correction du quark top. Donc en 1993, les mesures de précision de LEP, plus les calculs théoriques, à ce moment-là, on mettait des limites très très grandes sur le boson de Higgs, et l'accord entre l'expérience et la théorie nous a dit que la masse du quark top devait être 172 GeV, plus ou moins 23. Donc c'est pas très précis, mais enfin c'était quand même très, très pointé quand même. Un an après, le top a été découvert au Tevatron, donc vraiment découvert comme particule réelle, avec une masse de 176 plus ou moins 16. Ça, c'est vraiment un triomphe, parce que le calcul, c'est vraiment un calcul qui met en jeu des corrections extrêmement petites, des effets qui nécessitent le mécanisme de Higgs pour être compris, mais de manière évidemment indirecte, et donc ici, triomphe de la prédiction et de la découverte à Fermilab. Alors j'ai pris un exemple qui a ses limites, mais si vous voulez, c'est comparable à la prédiction de Neptune en 1846 par Le Verrier, les astronomes avaient vu qu'il y avait des perturbations dans l'orbite d'Uranus. À partir de ça, il avait postulé une particule, donc comme ici on a postulé un quark top, et il a dit aux astronomes, ben, regardez, la planète qui produirait cet effet, elle doit être là, et Gale, astronome allemand à Berlin, a pointé son télescope, et quelques jours après, il a détecté, donc c'est exactement la même démarche, donc ça marche extrêmement bien pour le top.
Alors maintenant, quid du boson de Higgs? Parce que maintenant on sait que le top existe, donc c'est plus du tout une incertitude, on peut mettre ça dans les calculs. Et quelle est la prédiction possible sur le boson de Higgs? Donc c'est l'acte 2, recherche indirecte du boson de Higgs. Connaissant la masse du quark top, on peut maintenant prédire la masse du boson de Higgs. Entre-temps, le Tevatron aux États-Unis a amélioré sa mesure du quark top, donc tout va dans le même sens. Et si on tient compte de tous ces effets, eh bien, on a le résultat suivant pour la prédiction à partir des mesures de LEP de haute précision et de la théorie. Le Higgs doit se trouver dans une fenêtre, donc à peu près aux alentours de 76 GeV, plus 33 GeV, moins 24 GeV. Donc vous voyez, ce n'est pas de la super précision parce que ça dépend que de manière logarithmique, mais enfin c'est quand même une indication extrêmement forte que le Higgs doit se trouver aux alentours de 100 GeV. Si on met ça d'une manière plus contraignante, eh bien le résultat c'est qu'il doit avoir une masse en dessous de 144 GeV à 95% de confiance. Ça veut dire que ça, c'est du point de vue statistique, on a trouvé ce résultat, et ce résultat ne serait contredit que dans 5% des expériences qui auraient pu être réalisées. Malheureusement, on n'a réalisé qu'une seule expérience, et on ne peut vous donner que ce résultat-là. Mais c'est quand même extrêmement contraignant. Pour vous donner une idée, donc voilà la masse du W. Bon, je crois que je n'ai pas le temps de vous montrer ça. S'il y a des questions, je pourrais vous le montrer. Donc l'acte 3, c'est la recherche directe du boson de Higgs qui a été faite au LEP. C'est une recherche qui a été faite donc, de manière intensive pendant tout le temps du LEP, et on a cherché le Higgs, et il était produit donc dans l'annihilation par un Z qui se désintégrait en Higgs et d'autres particules ou d'autres processus à plus haute énergie. Le Higgs se désintégrait en paires de fermions-antifermions, et il a été impossible de mettre en évidence le Higgs jusqu'à l'énergie maximale du LEP. Je vais donner tout de suite le résultat ici. Donc rien à signaler jusqu'à une énergie de l'ordre de 209 GeV pour le LEP comme énergie. Et à ce moment-là, on était sensible environ à 120 GeV pour la masse du Higgs. Donc on arrivait au bout des possibilités du LEP, dont l'arrêt définitif était prévu en septembre 2000 pour laisser la place justement à l'installation du LHC. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il ne restait plus qu'un mois de temps de faisceau autour du LEP, qu'un signal est apparu dans plusieurs expériences autour d'une masse d'environ 115 GeV. Donc, ébullition au CERN, évidemment, le Higgs était à portée de la main, et on a demandé que le LEP soit prolongé et que le LHC soit retardé un tout petit peu d'un mois pour que le LEP puisse prendre plus de données. Et la chose a été faite pendant un mois. Le signal s'est un petit peu renforcé, mais pas suffisamment. Enfin, il ne pouvait pas se renforcer plus de toute manière, pas suffisamment pour une découverte. Donc il y a eu énormément de discussions au CERN. Faut-il continuer LEP? Faut-il retarder un petit peu LHC? Ça a été extrêmement difficile. Il y a eu des arguments dans les deux côtés. La communauté scientifique de LEP, évidemment, poussait « il faut continuer LEP ». La communauté scientifique qui préparait déjà depuis 10 ans le LHC, « il ne faut pas retarder le LHC ». La décision du directeur du CERN a été d'arrêter LEP et de ne pas retarder le LHC, qui, à ce moment-là, était prévu pour 2005. J'ai mis quand même ici que maintenant nous sommes à prévoir le début du LHC en 2008, donc il y a eu 3 ans de retard. Je pense que 6 mois de retard n'aurait pas été n'aurait pas eu un effet très dévastateur pour le LHC. Enfin, ça nous a coûté 10 ans d'attente pour le boson de Higgs. Donc c'est une situation un petit peu inconfortable. Il y a d'un côté la recherche directe, à part ce petit signal, mais que l'on ne peut pas prendre pour une découverte à 115 GeV, on peut dire que le Higgs a été exclu définitivement en dessous de 114 GeV. Donc c'est la zone ici jaune sur ce diagramme ici de masse du boson de Higgs. Et puis l'espèce de courbe ici, c'est la recherche indirecte qui donne comme zone privilégiée cette zone ici, dont à 68% de confiance, elle est en opposition avec celle-là
Donc c'est ce que j'appelle une situation un petit peu inconfortable, mais si on va jusqu'à 95% de confiance, il reste une petite fenêtre ici entre 114 GeV et 144 GeV. Donc c'est la fenêtre actuelle qu'il faut viser pour le Higgs standard. Alors l'acte 4 commence un peu comme un thriller parce que actuellement l'expérience qui prend des données et qui peut découvrir le boson de Higgs, c'est les deux expériences qui sont sur le Tevatron aux États-Unis à Fermilab. Donc c'est une machine qui fonctionne depuis plusieurs années. Ils ont amélioré la machine, les détecteurs ont été améliorés, et donc actuellement ils prennent les données et il leur faut une sensibilité suffisante pour prendre des données. Donc ils accumulent des données actuellement et ils réduisent le plus possible le bruit de fond. Et ceci nécessite évidemment du temps, ils accumulent leurs données. On sait qu'ils vont continuer à accumuler leurs données, ils sont opérationnels et ils produisent en continu des données pour la recherche du Higgs jusqu'au démarrage de LHC. Le LHC sera une bien meilleure source de boson de Higgs parce que l'énergie est plus grande, la luminosité est plus grande, mais le fonctionnement ne commence qu'en 2008, avec le plein régime en 2009, et pour un boson de Higgs, c'est une analyse quand même un peu délicate, c'est plutôt en 2010, 2009, 2010 qu'on aura la réponse. Donc il y a une course qui est lancée entre la tortue qui serait le Tevatron, parce qu'il est moins performant, le lièvre qui est le LHC qui est très performant, mais ce n'est pas exclu que la tortue arrive sur le Higgs avant le LHC. C'est probablement pas le plus vraisemblable, mais c'est possible. Alors j'ai mis ici qu'il y a quand même des compensations, l'énorme potentiel de découverte du LHC, les expériences du LHC vont couvrir tout le domaine possible pour le Higgs. C'est une analyse très délicate qui demande de grandes performances de détecteurs. Les détecteurs ont été faits pour ça. Et la grande question, c'est qu'est-ce que l'on saura en 2010? Alors j'ai indiqué plusieurs cas de figure. Vous pouvez faire votre propre pronostic ici. Soit on trouve un boson de Higgs entre 114 et 144 GeV, compatible avec les propriétés attendues. C'est le triomphe final de la théorie électrofaible. Soit on trouve quelque chose qui ne marche pas avec la théorie électrofaible, un seul boson, mais pas du tout dans le créneau que je vous ai indiqué, aucun boson, alors là ce serait vraiment la perplexité totale, ou plusieurs bosons, et là il y a des gens qui seraient très contents si on trouvait plusieurs bosons, parce que il y a déjà beaucoup de gens qui pensent à la théorie au-delà du modèle standard, il y a de très très bons arguments pour ça, par exemple la supersymétrie. Dans la supersymétrie, il n'y a pas un boson, mais en fait il y en a beaucoup plus. Et donc, si c'est la supersymétrie, on en trouvera plus. Donc, il y a vraiment quelque chose de très excitant qui va se passer là, dans les années qui viennent. C'est vraiment nous sommes en attendant le Higgs ici. C'est la clé de voûte de la théorie électrofaible. La signature, c'est l'existence de ce boson ou de plusieurs bosons. La mise en évidence de ce Higgs, c'est vraiment une découverte capitale. On sait que si c'est le modèle standard, le créneau est vraiment très petit, et donc on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Pour l'instant, l'action est aux États-Unis, mais on attend le LHC qui aura des performances bien supérieures. Qui va découvrir le boson de Higgs, Tevatron ou LHC? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le LHC qui sera le seul à pouvoir donner une réponse claire. Peut-être on aura une indication au Tevatron, mais la réponse viendra du LHC, et le LHC mettra-t-il en défaut la théorie standard? Nous verrons.